Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser PyCaret pour réaliser un modèle de régression. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cette même librairie pour construire un modèle de classification. Et nous allons utiliser un jeu de données sur le Customation. C'est quoi le Customation? C'est désabonnement des clients d'une entreprise. C'est ça qu'on appelle Customation. Et nous allons, au travers de ce tutoriel, montrer comment résoudre réellement cette problématique business-là. Il ne s'agira pas de construire un modèle, de construire et d'évaluer un modèle. Ce n'est pas ça l'objectif. Le travail du data scientist commence réellement dans l'explication du modèle, dans l'explication de la valeur ajoutée du modèle aux personnes non techniques, c'est-à-dire à l'équipe métier. Lorsqu'une entreprise dispose des données clients et de données sur le désabonnement de clients, des données historiques, elle va utiliser ces données-là pour entraîner des modèles de machine learning. Et ces modèles prédictifs vont lui permettre de déterminer les clients qui sont à forte probabilité, donc à fort risque de désabonnement. Et envers ces clients, l'équipe marketing, plus précisément l'équipe de rétention, ce qu'on appelle le Retention Department, va mener des actions de marketing envers ces clients à forte probabilité de désabonnement. Donc, ça peut être, par exemple, leur donner des codes promo, leur faire des réductions sur des achats, etc., etc. Toute action pour les fidéliser. Et maintenant, pour les autres clients que le modèle a prédit que ces clients ne vont pas se désabonner. Donc, ce sont des clients qui sont heureux. Donc, l'équipe marketing ne va faire aucune action envers ces clients. Et donc, le modèle de machine learning ici, il est très important parce que il est plus coûteux pour une entreprise d'acquérir de nouveaux clients que de fidéliser les clients qui existent déjà. Et donc, nous allons voir tout ça au travers de ce tutoriel-là. Techniquement parlant, nous allons aussi voir d'autres fonctionnalités de PyCaret, à savoir le réglage des hyperparamètres et d'autres manières d'analyser par exemple un modèle. Sans plus tarder, commençons par écrire le code. Avant d'écrire le code, naturellement, si vous n'avez pas installé PyCaret, il faut l'installer. Donc, je conseille toujours d'installer PyCaret dans un environnement virtuel, même si je ne l'ai pas fait ici. Si vous avez de gros projets, si vous travaillez sur un gros projet, c'est toujours bien de l'installer dans un environnement virtuel parce que ça va éviter les problèmes de conflit avec d'autres librairies. On importe Pandas et NumPy naturellement et on commence par importer le jeu de données. Donc, ce jeu de données, je l'ai déjà utilisé dans l'une de mes formations Customation avec Python et Scikit-learn. C'est au niveau de ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver la playlist. J'ai mis le lien ici. Donc, j'utilise Pandas pour importer mes données directement à partir de l'URL. J'affiche les premières lignes, les premières observations. Et donc, j'ai plusieurs variables telles que le genre, est-ce que la personne a un partenaire, etc., etc. Il y a plusieurs caractéristiques et la variable cible, c'est churn. Churn qui dit no si le client ne s'est pas désabonné et yes si le client s'est désabonné. Nous allons voir la structure de la data frame en question. Donc, nous avons 7000 observations, plus de 7000 observations et 21 colonnes. Ici, nous allons effectuer une petite analyse exploratoire. Je ne vais pas aller vraiment dans le détail de l'analyse exploratoire, mais sachez que la variable total charge qui représente le montant facturé au client, donc la facture totale du client, cette variable prend des nombres décimaux. Donc, regardez ici, total charge. Elle est où? Total charge doit être quelque part. Voilà, elle prend des nombres décimaux, mais on remarque que Pandas l'a inféré comme étant chaîne de caractères en mettant format object. Donc ceci est dû au fait que au niveau de cette variable il y a des espaces. Donc c'est pour ça Pandas a cru que c'est des chaînes de caractères alors que normalement c'est des nombres décimaux. Donc nous on doit corriger vraiment cela. Donc on va dire
on prend la colonne et on va remplacer ces valeurs et ces espaces-là par des valeurs manquantes pour dire à Python que non, considère-les comme des valeurs manquantes. Et on va changer le type, on va dire as type float. Il va les mettre en float. Ok. On vérifie quand même, c'est toujours bien de vérifier. Donc, regardez, maintenant, total charge, c'est bien considéré comme des décimaux. Je peux tracer un graphique représentant ma variable cible. Donc, je vais tracer un diagramme à barre. Donc, je remarque que j'ai quand même un déséquilibre de classe parce que plus de 70% de mes clients ne se sont pas désabonnés. Donc, il y a un déséquilibre de classe. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ça parce que PyCaret, dans la préparation des données, gère tout cela automatiquement à partir d'une simple fonction setup que nous avons vu dans la vidéo précédente pour la tâche de régression. Donc, il y a des arguments pour gérer ça. Vous pouvez utiliser plusieurs algorithmes pour gérer les problèmes de déséquilibre de classe. Mais sachez quand même que ce n'est pas parce que vous avez utilisé une technique pour gérer le problème de déséquilibre de classe que forcément vous aurez un meilleur modèle. Parfois, on utilise une technique, par exemple Smooth, mais on n'a pas un bon modèle. Et parfois, on laisse comme ça et on a un bon modèle. Donc, c'est des expériences à faire. Moi, j'ai l'habitude de ne pas traiter ça. Quand ce n'est vraiment pas criard, je laisse. Parce qu'il y a des algorithmes qui prennent en compte cela en leur sein directement. Maintenant, je vais passer à la préparation des données. Ça se fait en une seule ligne de code avec PyCaret. J'importe les fonctions du module classification. Je ne me casse pas la tête. Vous pouvez importer vraiment précisément les fonctions, mais là, j'importe toutes les fonctions. Et je vais configurer l'espace de modélisation en utilisant la fonction setup. Donc, j'ai juste besoin de lui donner comme argument ma data frame, la variable cible. Ici, c'est la variable churn. Attention, churn. Et je vais lui dire d'ignorer la colonne Customer ID. Customer ID, parce que je ne vais pas l'utiliser pour entraîner mes algorithmes. Donc, j'exécute. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, cette fonction va initialiser mon espace de modélisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. Elle fait le pré-processing, elle fait le train test split, donc elle va diviser en données d'entraînement et de test. Elle va encoder les variables catégorielles, etc. Il y a plein de choses. Elle va gérer les valeurs manquantes. On avait des valeurs manquantes au niveau de la variable total charge, c'est géré. Il fait une imputation par la moyenne. Donc, franchement, en une seule ligne de code, on a fait notre pré-processing. Maintenant, passons à l'entraînement des algorithmes. Donc, là aussi, c'est en une seule ligne de code que ça se fait. Je vais écrire best model égale. Donc, la fonction compare modèle va nous permettre d'entraîner plusieurs algorithmes et de comparer leurs performances, les performances des modèles qui ont été formés. Donc, je vais lui dire d'utiliser la métrique AUC. Donc, ici, vu qu'on est dans un problème de déséquilibre de classe, je vous conseille souvent d'utiliser la métrique AUC pour les problèmes de déséquilibre de classe. Donc, c'est une méthode robuste quand même pour évaluer les modèles, surtout qu'on est en face d'un problème de déséquilibre de classe au niveau des données. J'exécute. Et là, il va prendre le temps d'entraîner tous les algorithmes présents dans la librairie PyCaret.
il va calculer les métriques, accuracy, AUC et tout ça, et il va les classer maintenant selon l'ordre décroissant d'AUC. Donc le modèle qui a le plus fort AUC sera le meilleur modèle, statistiquement parlant. Donc est-ce que ce meilleur modèle est meilleur en matière de valeur commerciale? Ça, nous allons le dire en dernière partie du tutoriel. Donc là, il est en train de... Voilà, c'est fini. L'exécution est terminée. Vous voyez, il me dit que le meilleur modèle, c'est Gradient Boosting Classifier. Donc, Gradient Boosting Classifier, j'ai un AUC de 0,8480, donc presque 0,85. D'accord? Donc là, j'ai mon meilleur modèle. Je peux l'afficher en faisant print best model. Et là, j'ai les hyperparamètres qui ont été utilisés. Donc, par défaut, la fonction compare modèle va entraîner les algorithmes avec les hyperparamètres par défaut, en fait. Donc, ici, lorsque j'ai obtenu mon meilleur modèle gradient boosting classifié, je peux faire son réglage d'hyperparamètres. Je peux régler ces hyperparamètres. Et ceci est très simple. C'est encore en une seule ligne de code. Donc, je vais dire tune best model égale, et je vais utiliser la fonction tune model. OK? Best model, tout simplement. Donc, à l'intérieur de cette fonction, on utilise en fait la méthode de la recherche par grille pour régler les hyperparamètres. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de spécifier quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez aller dans le détail, customiser votre réglage des hyperparamètres. Mais franchement, moi, je le garde comme ça parce que, en fait, PyCaret, c'est bien pour vite faire des solutions prototypes. D'accord? Après, vous pouvez essayer de customiser à votre convenance. Donc, j'exécute cette cellule-là et elle va me faire le réglage des hyperparamètres. Et va me dire à la fin si le nouveau modèle, donc tune best modèle là, s'il est meilleur par rapport à l'ancien modèle là, obtenu avec les hyperparamètres par défaut. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, il va garder dans tune best modèle le modèle avec les hyperparamètres par défaut. C'est ce qui est intéressant. Et il le fait automatiquement. Je n'ai rien à faire. OK? Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Là, j'ai les résultats de mon réglage des hyperparamètres. Et moyennement, je vois les variations ici pour chaque modèle. D'accord? Je vois les valeurs moyennes ici. Et il me dit quoi? Original model was better than the tuned model. Hence, it will be returned. Donc, ça veut dire que le modèle que j'ai obtenu par réglage des hyperparamètres, il n'est pas plus, il est moins performant que l'ancien modèle. Ça peut arriver que vous fassiez le réglage des hyperparamètres et que le modèle obtenu avec les hyperparamètres par défaut soit meilleur à celui que vous avez obtenu avec réglage des hyperparamètres. Ça arrive. Donc, quand je vais regarder mon tune modèle là, comment j'ai appelé ça, tune best model. Vous allez voir toujours que c'est gradient boosting classifié avec les hyperparamètres par défaut. D'accord? Donc rien n'a changé. Maintenant, PyCaret offre une multitude de fonctions que vous pouvez utiliser pour analyser votre modèle, pour pouvoir l'interpréter. Donc ici, on est dans une tâche de classification. Ce qu'on peut faire déjà, c'est tracer par exemple la courbe ROC. Donc, pour le faire, c'est très simple. J'utilise ma fonction plot modèle. Je lui donne mon modèle et je dis plot égale AUC. De toute façon, par défaut, c'est l'AUC, je pense. Hein. Non, je n'ai même pas besoin de le mettre. Par défaut, pour les tâches de classification, il va tracer la courbe ROC. Voilà.
Donc, vous avez la courbe ROC qui est tracée. Ça, c'est très bien. Je peux tracer par exemple la courbe aussi précision recolle. D'accord? Il suffit de mettre comme argument plot égale PR, tout simplement. Il va me tracer la courbe précision recolle. Je peux aussi tracer le rapport de classification. Dans le rapport de classification, je mets plot égale class reports. Et il va me tracer le rapport de classification. Donc, j'ai les différentes métriques. Il me donne un titre aussi. Donc, franchement, c'est bien de travailler avec PyCaret, je trouve quand même, parce que les choses sont vraiment simples. Et je vais finir par tracer le graphique qui va me montrer l'importance des caractéristiques. Donc, l'importance des caractéristiques, je fais tout simplement plot égale feature. Et il va me tracer l'importance des caractéristiques. Donc, ici, j'ai l'importance des caractéristiques. Il me dit que c'est la variable contract month to month qui est la plus importante. D'accord. Donc, voilà, chers amis, ce que vous pouvez faire comme analyse de votre modèle. On peut finir en traçant la matrice de confusion. Et c'est ça qui va nous permettre de faire une interprétation commerciale des résultats de notre modèle. Donc, regardez la matrice de confusion. La matrice de confusion nous dit que nous avons 293 vrais positifs. Donc, suivre très bien cette partie parce qu'elle est très importante. 293 vrais positifs. OK? 293 vrais positifs, ça veut dire que il y a 293, on est d'accord, ici c'est dans l'ensemble de tests. D'accord? Attendez, je calcule rapidement l'ensemble de tests. Je peux regarder ça ici. L'ensemble de tests, c'est 2113 observations. 2113 observations. Donc, 2113 observations. 2113 observations. Si je fais 293 divisé par 2113 observations, j'ai 13,86. Donc, 13,86%. Donc, je vais l'écrire 13,86%. Donc, ce sont les clients pour lesquels l'équipe marketing pourra prolonger la valeur de la durée de vie, ce qu'on appelle le lifetime value au sein de l'entreprise. Parce que le modèle les a prédits comme étant des personnes à forte chance de désabonnement, des personnes qui vont se désabonner. Donc ça veut dire que l'équipe marketing va mener des actions envers ces personnes-là pour les retenir. OK? Maintenant, le modèle nous dit aussi que nous avons attention, les faux positifs ici sont au nombre de les faux positifs dans le modèle prédit qu'ils vont se désabonner alors que c'est le contraire. Il y en a 168. D'accord? Voilà les faux positifs. On a 168 faux positifs. 168 faux positifs, 168, si je fais ça en pourcentage, ça me fait 8% pratiquement. Donc, je vais dire environ 8%. Donc, environ 8%. Donc, ça veut dire que l'entreprise va perdre de l'argent parce qu'elle va mener des actions marketing envers ces personnes-là, mais en réalité, c'est des personnes qui sont déjà contentes. Donc, ça veut dire que l'entreprise va perdre de l'argent à ce niveau-là. Ça veut dire que là, c'est un surcoût pour l'entreprise. Ce n'est pas un investissement. C'est quelque chose que l'entreprise paie parce que vous investissez sur des clients qui sont déjà contents. Donc, vous perdez de l'argent en fait. Donc, on passe au suivant. Nous avons 1384 vrais négatifs. 1384 vrais négatifs. Ça veut dire ça, ce sont les clients heureux.
Les clients qui sont déjà contents, ça c'est bien. Et ils sont quel pourcentage? 65,5% environ. 65,5%. D'accord? Et finalement, nous avons les faux négatifs. Les faux négatifs, donc, le modèle prédit qu'ils ne vont pas se désabonner, mais en réalité, ce sont des abonnés. Ils sont au nombre de 268. 268 faux négatifs. 268 faux négatifs. Et eux sont en pourcentage, c'est combien? 268. 12,68, donc près de 12,7%. D'accord? Donc, l'équipe marketing ne fera pas de promotion envers ces 268 clients dont l'entreprise prêtera toujours de l'argent parce qu'ils vont se désabonner. Donc, ce sont des faux négatifs. Le modèle les a prédits comme étant des clients qui ne vont pas se désabonner, alors qu'en réalité, ce sont des clients qui vont se désabonner. Donc, aucune action ne se fera pour les retenir. Donc, ça, c'est une perte d'opportunité d'affaires pour l'entreprise. On est d'accord. Donc, voilà comment vous pouvez commenter les résultats de votre modèle à partir de la matrice de confusion. Mais le problème ne s'arrête pas là. C'est bien beau de commenter, c'est très bien de le faire. Donc, lorsque vous partez en réunion, vous commentez le modèle et vous commentez ça correctement. Vous ne dites pas que j'ai 293 vrais positifs, tout ça. Les gens ne savent pas c'est quoi vous appelez vrai positif, faux positif. Il faut pouvoir l'expliquer. Et là, je viens de vous montrer comment vous pouvez l'expliquer. Maintenant, il faut résoudre la problématique. La problématique, c'est de déterminer vraiment quelle est la valeur commerciale de notre modèle. D'accord? Et on va faire un petit scénario. On va mener des hypothèses. Donc, on va faire hypothèse, on va dire hypothèse. Première hypothèse, on va supposer que l'entreprise offre un bon de $1000 à tous les clients qui sont identifiés comme des clients qui vont se désabonner par le modèle. Donc, $1000. $1000 aux clients que le modèle identifie comme personnes qui vont se désabonner. Donc, l'entreprise va leur offrir un bon de commande, appelez ça comme vous voulez, un code promo de $1000 à chacun d'entre eux. On fait cette supposition-là. Donc, il s'agit d'un investissement marketing pour les retenir. Dans notre cas précis ici, ça va coûter combien à l'entreprise? Ça va coûter, ils sont au nombre de combien? Les personnes que le modèle a prédit comme étant des personnes qui vont se désabonner. Ils sont au nombre de 293 plus 168. 280. Ici, on a prédit classe. Donc, le 1, c'est 293 plus 168. Donc, je vais faire 293 plus 168 multiplié par, attention, par 1000. Donc, j'ai 461 000. Donc, 461 000 $. 461 000 $. Donc, en fait, cet investissement marketing, selon les prévisions du modèle, va coûter 461 000 $ à l'entreprise. D'accord? Donc, dollar 2L, bien sûr. Maintenant, deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, on va supposer que l'entreprise gagne 5 000 $ par client, 5 000 $ par client, c'est-à-dire, on suppose que si l'entreprise est en mesure d'arrêter le désabonnement, elle gagne 5 000 $. D'accord? On suppose que si l'entreprise est en mesure d'arrêter le désabonnement, le vrai désabonnement, elle gagne 5 000 $ en valeur à vie du client. D'accord? Donc, il y a combien de vrais positifs? Il y a 293 vrais positifs.
293 vers positifs. Donc, c'est des personnes que le modèle a prédit comme des personnes qui vont se désabonner. Et ce sont vraiment des personnes qui se sont désabonnées. Donc, 293 vrais positifs. Si l'entreprise gagne 5 000 dollars sur chacun d'eux, en les empêchant de se désabonner, donc ça va faire combien au total? 293 fois 5 000. Donc ça fait 1 465 000. D'accord? Donc 5 000 dollars de 5 000 dollars gagnés sur chacun des vrais positifs. D'accord? Ça fait un total de 1 465 000 dollars. Donc, finalement, d'après notre modèle et les hypothèses que nous venons de faire, le bénéfice de l'entreprise sera égal à combien? Donc, elle gagne 1 465 000, sachant qu'elle a investi en marketing 461 000. Donc, il suffit de faire ça moins ça. Donc, on fait 1 million. On fait 1 461 000 moins 461 000. D'accord? Donc, le bénéfice est 1 004 000 dollars. Donc, finalement, à partir de ce scénario, et d'après notre modèle, l'entreprise va gagner 1 400 000 dollars. D'accord? Alors, on vient de faire une analyse et on vient de voir combien à peu près le modèle fait gagner à l'entreprise en suivant ce scénario, donc ces deux hypothèses-là. Ça, c'est bien. 1 400 000 dollars, c'est pas mal. OK? Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? D'accord? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ce bénéfice de 1 400 000 dollars? Est-ce qu'il n'y a pas dans la liste des modèles, ici, là, ils étaient où? Est-ce qu'il n'y a pas dans la liste de ces modèles-là un modèle qui permettrait d'avoir une meilleure valeur commerciale? Parce qu'il faut savoir que nous avons pris le meilleur modèle selon l'AUC. Mais ça ne veut rien dire en matière de valeur commerciale. D'accord? Le meilleur modèle statistiquement parlant n'est pas forcément le meilleur modèle en matière de business. C'est ça qu'il faut comprendre. La preuve, c'est que même entre les paramètres statistiques là, vous pouvez avoir le meilleur modèle selon l'AUC, vous pouvez avoir le meilleur modèle selon l'accuracy, vous pouvez avoir le meilleur modèle selon etc., etc. Donc, regardez, si on devait considérer l'accuracy, c'est Ada Boost Classifier qui est le meilleur modèle. Mais nous, on a considéré AUC. Ça veut dire que côté valeur commerciale, côté chiffre d'affaires aussi, le meilleur modèle n'est pas forcément celui de l'AUC. Donc, comment faire pour déterminer le meilleur modèle qui maximise la valeur commerciale, qui maximise le gain de l'entreprise? Et c'est ce modèle-là, effectivement, que vous devez déployer en production. Donc, vous n'allez pas voir ce genre de commentaires-là dans plusieurs tutoriels, franchement. C'est compte tenu de mes expériences et aussi de mes lectures que je vous apporte ces précisions-là. C'est très important. En entreprise, il n'y a pas de AUC, de accuracy, machin, ils ne connaissent pas ça. En termes d'argent, en termes de valeur commerciale, qu'est-ce que le modèle apporte? Qu'est-ce que le modèle est censé apporter? C'est ça qui intéresse ceux qui prennent les décisions. Donc, il faut pouvoir leur expliquer ça avec chiffres à l'appui. Donc, moi, ce que je conseille, c'est si vous avez entraîné plusieurs algorithmes et formé plusieurs modèles, il faut faire la même analyse pour eux tous. D'accord? Il faut faire la même analyse pour eux tous. Donc, ça veut dire que nous allons devoir faire la même analyse pour chacun des modèles là, pour identifier celui qui apporte la meilleure valeur, la plus grande valeur commerciale, le plus gros gain à l'entreprise.
Mais comme nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas faire tout ça là ici, nous allons considérer par exemple un seul modèle. Nous allons considérer, je prends par exemple, je vais considérer Random Forest. D'accord? Je vais considérer Random Forest Classifier. OK? Et je vais voir si lui s'il apporte une meilleure valeur commerciale ou bien même je vais considérer Linear Discriminant Analysis. OK? LDA. Je vais considérer ce modèle-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un modèle que je vais appeler LDA modèle. Et pour ce faire, c'est très simple, hein. J'applique la méthode create modèle tout simplement. Create modèle et je mets les initiales de l'algorithme LDA. Donc, je vais créer ce modèle-là. LDA. D'accord? Donc, mon environnement, de toute façon, je travaille dans un environnement de configuration, donc tout est déjà au point, que ce soit les données d'entraînement, les données de test, tout y est déjà, donc il n'y a pas de souci. J'ai créé mon modèle LDA et je vais afficher la matrice de confusion de ce modèle. Plot modèle LDA modèle et je vais faire plot égale confusion matrice. Confusion matrice. D'accord? Et nous allons refaire les calculs. Alors, en matière d'investissement marketing, investissement marketing, donc, ou bien le coût marketing. Coût marketing, ça va faire combien? Donc, je vais calculer ça directement. Le coût marketing pour ce scénario-là, pour ce modèle, ça va faire 308 plus 210 fois 1000. D'accord? Dans le coût marketing, c'est combien? 518 000 dollars. Déjà, pour ce modèle-là, c'est déjà supérieur aux 461 000 dollars. Maintenant, ce que l'entreprise gagne réellement. D'accord? Donc, 308 fois 5000. 1 540 000. Donc, 1 540 000 maintenant, moins combien? Moins 518 000. 1 million, combien? 1 022 000. Je viens d'avoir 1 022 000. Alors que précédemment, le gain avec mon meilleur modèle d'après l'AUC était de 1 400 000. Je viens de faire gagner combien de plus? Je suis passé de 1 400 000 à 1 022 000. Je viens de faire gagner 18 000 dollars de plus, juste en changeant de modèle. Donc, cela, c'est pour vous dire que il faut faire très attention lorsque vous êtes dans une entreprise et vous construisez des modèles de machine learning. C'est de l'argent qui est derrière. Nous, on est dans nos notebooks, on fait des trucs, c'est joli, tout ça là. On calcule l'AEC et puis on est content. Mais votre modèle a un impact financier sur l'entreprise. Et il faut le déterminer. D'accord? Donc, en changeant de modèle, on a fait gagner 18 000 dollars à l'entreprise. C'est pas rien, c'est 18 000 dollars. Et je suis sûr que parmi tous ces modèles qui ont été entraînés, si on les analyse un à un, je suis sûr qu'il y a peut-être un autre qui va apporter plus de valeur ajoutée en matière de chiffre d'affaires à l'entreprise plutôt que le meilleur modèle selon l'AUC. Donc, comme exercice, je vais vous demander de faire la même chose pour chacun des modèles. D'accord? Pardon. Et
de faire l'analyse, comme j'ai fait, d'analyser le scénario pour chacun des modèles et de me dire en commentaire lequel des modèles maximise le mieux la valeur commerciale, le gain de l'entreprise, selon ce scénario, c'est-à-dire selon les deux hypothèses que nous avons effectuées. Donc, nous sommes au thème de ce tutoriel. J'espère que vous avez vraiment aimé, que vous avez appris de nouvelles choses. Je vais faire rapidement le résumé. Nous avons commencé par présenter la problématique business. Il s'agit de prédire le taux de désabonnement des clients d'une entreprise. Nous avons importé et fait une petite analyse exploratoire des données. Nous avons configuré l'espace de modélisation avec la fonction setup. Cela se fait automatiquement. La fonction compare modèle nous a permis d'entraîner plusieurs algorithmes, de former plusieurs modèles. Nous avons pu déterminer le meilleur modèle d'après la métrique AUC. Et nous avons procédé au réglage des hyperparamètres. On s'est rendu compte que le modèle obtenu avec les hyperparamètres par défaut reste le meilleur. Et donc, nous l'avons utilisé. Nous avons affiché plusieurs graphiques nous permettant d'analyser ce modèle-là. Comme graphique, nous avons tracé la courbe ROC, la courbe précision recoil. Nous avons affiché le rapport de classification. Nous avons affiché même l'importance des caractéristiques, ce qu'on appelle le feature importance. Une fois que tout ceci a été fait, nous avons affiché la matrice de confusion qui nous a permis quand même d'analyser de manière commerciale nos résultats, les résultats de nos modèles. Donc, nous avons pu déterminer les vrais positifs, les faux positifs, les vrais négatifs, les faux négatifs et quel impact cela a sur l'entreprise. Après ceci, nous avons supposé un scénario, d'accord, avec deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est que pour chaque personne que le modèle identifie comme personne qui va se désabonner, l'entreprise va investir $1000 pour retenir cette personne-là. Et nous avons supposé aussi que si l'entreprise est en mesure d'arrêter le désabonnement, le vrai désabonnement, elle gagne $5000. Donc nous avons évalué ces coûts-là et finalement nous avons calculé le gain que l'entreprise a. Donc, notre meilleur modèle nous a donné un gain de $1,4 000 alors qu'un autre modèle qui n'est même pas un autre modèle qui a un faible AUC que notre meilleur modèle nous a donné un gain de $1,022 000. Donc ça a amélioré le chiffre, en tout cas le bénéfice de l'entreprise. Donc c'est pour vous dire que le meilleur modèle, statistiquement parlant, n'est pas forcément le meilleur modèle commercialement parlant. D'accord? Donc, il vous appartient à vous, en tant que data scientist, de pouvoir faire les analyses en ayant en tête le business que vous êtes en train d'essayer de résoudre. Donc, voici ce tutoriel que je tenais à vous faire. Je vous prie de partager massivement cette vidéo, de commenter, de me dire en commentaire si vous avez trouvé un autre modèle qui améliore le gain de l'entreprise et aussi de mettre un pouce bleu, de liker la vidéo et surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Pour terminer cette série sur PyCaret, la prochaine vidéo va consister en la construction d'une application Streamlit qui va permettre à un utilisateur d'entraîner un modèle sur n'importe quel jeu de données. Donc, en cliquant, il entraîne son modèle et il peut même le sauvegarder. Donc, puisque PyCaret est une solution low-code, on peut construire facilement des applications web avec ça pour permettre à ceux qui ne veulent même pas du tout coder de pouvoir entraîner et déployer des modèles de machine learning. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, vous avez intérêt justement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque je vais publier cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.